bonne humeur. Mon père m'a fait hériter ce que l'on peut hériter de mieux, ma bonne humeur. Qui était-il, mon père? Ceci n'avait sans doute rien à voir avec sa bonne humeur. Il était vif et jovial, grassouillet et rondouillard, et son aspect extérieur ainsi que son fort intérieur étaient en parfait désaccord avec sa profession. Quelle était donc sa profession, sa situation? Vous allez comprendre que si je l'avais écrit et imprimé tout au début, il est fort probable que la plupart des lecteurs auraient reposé mon livre après l'avoir appris en disant « Oh, c'est horrible, je ne peux pas lire cela !» Et pourtant, mon père n'était pas un bourreau ou un valet de bourreau, bien au contraire. Sa profession le mettait parfois à la tête de la plus haute noblesse de ce monde. Et il s'y trouvait d'ailleurs de plein droit et parfaitement à sa place. Il fallait qu'il soit toujours devant l'évêque, devant les princes et les comtes. Et il y était. Mon père était cocher de corbillard. Voilà, je l'ai dit. Mais écoutez la suite. Les gens qui voyaient mon père au perché sur son siège de cocher de cette diligence de la mort, avec son manteau noir qui lui descendait jusqu'aux pieds et son tricorne à franges noires, et qui voyaient ensuite son visage rond et souriant, qui ressemblait à un soleil dessiné, ne pensaient plus ni au chagrin ni à la tombe, car son visage disait « Ce n'est rien, cela ira beaucoup mieux que vous ne le pensez ». C'est de lui que me vient cette habitude d'aller régulièrement au cimetière. C'est une promenade gaie, à condition que vous y alliez la joie dans le cœur. Et puis je suis, comme mon père l'avait été, abonné au Courrier royal. Je ne suis plus très jeune, je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque. Mais comme je viens de le dire, je suis abonné au Courrier royal, et cela me suffit. C'est pour moi le meilleur journal, comme il était aussi pour mon père. Il est très utile et salutaire, car il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui prêche dans telle église, qui sermonne dans tel livre, où l'on peut trouver une maison, une domestique, des vêtements et des vivres, les choses que l'on met à prix, mais aussi les têtes. Et puis, on y parle également de mariage, et de qui accepte ou n'accepte pas de rendez-vous. Tout y est si simple et si naturel. Le Courrier royal vous garantit une vie heureuse et de belles funérailles. À la fin de votre vie, vous avez tant de papier que vous pouvez vous en faire un lit douillet, si vous n'avez pas envie de dormir sur le plancher. La lecture du Courrier royal et les promenades au cimetière enchantent mon âme plus que n'importe quoi d'autre et renforcent mieux que toute ma bonne humeur. Tout le monde peut se promener, avec les yeux, dans le Courrier royal. Mais venez avec moi au cimetière. Allons-y maintenant, tant que le soleil brille et que les arbres sont verts. Promenons-nous entre les pierres tombales. Elles sont toutes comme des livres, avec leurs pages de couverture, pour que l'on puisse lire le titre qui vous apprendra de quoi le livre va vous parler. Et pourtant, il ne vous dira rien. Mais moi, j'en sais un peu plus, grâce à mon père, mais aussi grâce à moi. C'est dans mon livre des tombes. Je l'ai écrit moi-même pour instruire et pour amuser. Vous y trouverez tous les morts, et d'autres encore. Nous voici au cimetière. Derrière cette petite clôture peinte en blanc, il y avait jadis un rosier. Il n'est plus là depuis longtemps, mais le lierre provenant de la tombe voisine a rampé jusqu'ici pour égayer un peu l'endroit. S'y gît un homme très malheureux. Il vivait bien de son vivant, car il avait réussi et avait une très bonne paye, et même un peu plus. Mais il prenait le monde, c'est-à-dire l'art, trop au sérieux. Le soir, il allait au théâtre et s'en réjouissait à l'avance. Mais il devenait furieux, par exemple, aussitôt qu'un éclairagiste illuminait un peu plus une face de la lune plutôt que l'autre, ou qu'une frise pendait devant le décor et non pas derrière le décor, ou lorsqu'il y voyait un palmier dans Hamagé, un cactus dans le Tyrol, ou un être dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire, comme si cela avait de l'importance. Qui pense à cela? Ce n'est qu'une comédie, on y va pour s'amuser. Le public applaudissait trop ou trop peu. Du bois humide, marmonnait-il. Il ne va pas s'enflammer ce soir. Puis, il se retournait pour voir qui étaient ces gens-là. Et il entendait tout de suite qu'ils ne riaient pas au bon moment et qu'ils riaient en revanche là où il ne le fallait pas. Tout cela le tourmentait au point de le rendre malheureux. Et maintenant, il est mort. Ici repose un homme très heureux, ou, plus précisément, un homme d'origine noble. C'était d'ailleurs son plus grand atout. Sans cela, il n'aurait été personne.
La nature sage fait si bien les choses que cela fait plaisir à voir. Il portait des chaussures brodées devant et derrière et vivait dans de beaux appartements. Il faisait penser au précieux cordon de sonnette brodé de perles avec lequel on sonnait les domestiques et qui est prolongé par une bonne corde bien solide qui, elle, fait tout le travail. Lui aussi avait une bonne corde solide, en la personne de son adjoint qui faisait tout à sa place, et le fait d'ailleurs toujours, pour un autre cordon de sonnette brodé, tout neuf. Tout est conçu avec tant de sagesse que l'on peut vraiment se réjouir de la vie. Et ici repose l'homme qui a vécu 67 ans et qui, pendant tout ce temps, n'a pensé qu'à une chose, trouver une belle et nouvelle idée. Il ne vivait que pour cela. Et un jour, en effet, il l'a eue. Ou du moins, il l'a cru. Ceci l'a mis dans une telle joie qu'il en est mort. Il est mort de joie d'avoir trouvé la bonne idée. Personne ne l'a appris et personne n'en a profité. Je pense que même dans sa tombe, son idée ne le laisse pas reposer en paix. Car imaginez un instant qu'il s'agisse d'une idée qu'il faut exprimer lors du déjeuner pour qu'elle soit vraiment efficace, alors que lui, en tant que défunt, ne peut, selon une opinion généralement répandue, apparaître qu'à minuit. Son idée à ce moment-là risque de ne pas être bienvenue, ne fera rire personne, et lui, il n'aura plus qu'à se retourner dans sa tombe, avec sa belle idée. Oui, c'est une tombe bien triste. Ici repose une femme très avare. De son vivant, elle se levait la nuit pour miauler afin que ses voisins pensent qu'elle avait un chat. Elle était vraiment avare. Ici repose une demoiselle de bonne famille. Chaque fois qu'elle se trouvait en société, il fallait qu'elle parle de son talent de chanteuse. Et lorsqu'on avait réussi à la convaincre de chanter, elle commençait par « Mi manca la voce », ce qui veut dire « je n'ai aucune voix ». Ce fut la seule vérité de sa vie. Ici repose une fille d'un genre différent. Lorsque le cœur se met à piailler comme un canari, la raison se bouche les oreilles. La belle jeune fille était toujours illuminée de l'auréole du mariage, mais le sien n'a jamais eu lieu. Ici repose une veuve qui avait le chant du cygne sur les lèvres et de la bile de chouette dans le cœur. Elle rendait visite aux familles pour y pécher tous leurs péchés, exactement comme l'ami de l'ordre dénonçait son prochain. Ici, c'est un caveau familial. C'était une famille très unie, et chacun croyait tout ce que l'autre disait, à tel point que si le monde entier et les journaux disaient « c'est ainsi », et si le fils, rentrant de l'école, déclarait « moi je l'ai entendu ainsi », c'était lui qui avait raison, parce qu'il faisait partie de la famille. Et si dans cette famille, il arrivait que le coq chante à minuit, c'était le matin, même si le veilleur de nuit et toutes les horloges de la ville annonçaient minuit. Le grand Goethe termine son Faust en écrivant que cette histoire pouvait avoir une suite. On peut dire la même chose de notre promenade dans le cimetière. Je viens souvent ici. Lorsque l'un de mes amis ou ennemis fait de ma vie un enfer, je viens ici. Je trouve un joli endroit gazonné et je le voue à celui ou à celle que j'aurais envie d'enterrer. Et je l'enterre aussitôt. Ils sont là, morts et impuissants, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vie, renouvelés et meilleurs. J'inscris leur vie, telle que je l'ai vue moi, dans mon livre des tombes. Chacun devrait faire ainsi. Et au lieu de se morfondre, enterrez bel et bien celui qui vous met des bâtons dans les roues. Je recommande de garder sa bonne humeur et de lire le Courrier royal. Journal d'ailleurs écrit par le peuple lui-même, même si pour certains, quelqu'un d'autre guide la plume. Lorsque mon temps sera venu et que l'on m'aura enterré dans une tombe avec l'histoire de ma vie, mettez sur elle cette inscription. Bonne humeur. C'est mon histoire.
Ce que le père fait est bien fait. Cette histoire, je l'ai entendue dans mon enfance. Chaque fois que j'y pense, je la trouve plus intéressante. Il en est des histoires comme bien des gens. Avec l'âge, ils attirent de plus en plus l'attention. Vous avez certainement été déjà à la campagne et vous avez vu de vieilles maisons de paysans. Sur le toit de chaume, il y a des mauvaises herbes, de la mousse et un nid de cigognes. Ce sont les cigognes surtout qui ne doivent pas manquer. Les murs penchent, les fenêtres sont basses et une seule peut s'ouvrir. Le four ressemble à un ventre rebondi, les branches d'un sureau tombent sur une haie et le sureau se trouve à une mare où nagent des canards. Il y a encore là un chien à la tâche qui aboie après tout le monde, sans distinction. Dans une de ces maisons de paysans habitaient 2 vieilles gens, un paysan et sa femme. Ils n'avaient presque rien, et pourtant il se trouvait avoir quelque chose de trop, un cheval, qu'ils laissaient paître dans le fossé près de la grande route. Le paysan l'enfourchait pour aller à la ville, et de temps en temps, le prêtait à des voisins qui, en retour, lui rendaient quelques services. Mais les vieux pensaient qu'il serait meilleur pour eux de vendre le cheval ou de l'échanger contre quelque objet plus utile. Mais contre quoi? « Fais pour le mieux, mon vieux, » disait la femme. « Il y a une foire à la ville. Vas-y, et vends le cheval, ou fais un échange. Ce que tu feras sera bien fait. » Là-dessus, elle lui fit un beau nœud au mouchoir qu'il avait autour du cou, bien mieux que lui-même n'eût su le faire. Puis elle lissa son chapeau avec la main pour que la poussière s'y attachât moins, et l'embrassa. Le voilà parti sur son cheval, pour le vendre ou l'échanger. « Oui, oui, le vieux s'y entend, » murmurait la vieille mère. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages. Il y avait beaucoup de poussière sur la route, car il passait beaucoup de gens qui se rendaient au marché en voiture, à cheval ou à pied. Nulle ombre sur le chemin. Parmi ceux qui marchaient à pied, il y avait un homme qui poussait devant lui une vache. Le vieux pensait « Elle doit donner du bon lait. Cheval contre vache, ce serait un bon échange. » L'homme à la vache. « Je vais te proposer quelque chose. Un cheval est plus dur qu'une vache, n'est-ce pas? Mais cela ne me fait rien, car une vache me serait plus utile. Veux-tu que nous troquions? »« Avec plaisir, » dit l'homme à la vache. Et ils firent l'échange. Quand ce fut fait, le paysan eût pu revenir, puisqu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Mais comme il était parti pour aller au marché, il voulut s'y rendre, ne fût-ce que pour y jeter un coup d'œil. Il poussa donc sa vache devant lui. Il marchait très vite. Peu de temps après, il vit un homme tenant un mouton par une corde. C'était un mouton bien gras. « Il ferait rudement mon affaire, » pensa notre homme. « Nous aurions bien assez de nourriture pour lui sur le bord du fossé, et en hiver, nous pourrions le garder dans notre chambre. Au fond, un mouton vaudrait mieux pour nous qu'une vache. »« Veux-tu troquer avec moi ?» demanda-t-il. « Parfaitement, » dit l'autre. On troqua, donc, et notre paysan continua sa route avec son mouton. Tout à coup, il vit dans un petit sentier un homme portant une grosse oie sous le bras. « Diable, voilà une fameuse oie !» s'écria-t-il. « Elle a beaucoup de plumes et elle est bien grasse. Ça ferait bien l'affaire de la mère. Elle pourrait lui donner nos restes, car elle dit souvent « Tiens, si nous avions une oie pour manger ça. Veux-tu changer ton oie pour mon mouton ?» L'autre ne demanda pas mieux. Notre paysan prit donc son oie. Il était alors tout près de la ville. Il y avait foule sur la grande route. Le champ de foire était plein de gens et d'animaux. On se pressait tellement que des gens passaient dans les champs de pommes de terre à côté. Il y avait là une poule attachée par les pattes. Elle manquait d'être écrasée à chaque instant. C'était une très belle poule, avec des plumes très courtes sur la queue. Elle clignait des yeux et faisait « glouc, glouc ». Je ne puis vous dire ce qu'elle voulait dire par là. Mais le paysan s'écria « Jamais je n'ai vu si belle poule. Elle est plus belle même que la poule du pharmacien. Je serais heureux de la voir. Une poule trouve toujours à se nourrir sans qu'on s'occupe d'elle. Ce serait un bon échange. Voulez-vous changer votre poule pour mon oie ? » demanda-t-il au receveur de l'octroi à qui appartenait la poule. « Comment donc ? » dit l'autre. Le paysan prit la poule et le receveur prit l'oie.
Notre homme avait bien employé son temps. Il avait chaud et se sentait fatigué. Un verre d'eau-de-vie et un peu de pain lui étaient bien dus. Justement, il était devant une auberge. Il entra. Mais au même moment, arriva un garçon portant un sac plein sur le dos. « Qu'as-tu là-dedans » demanda notre paysan. « Des pommes gâtées » dit l'autre. « Tout un sac pour les cochons. »« Tout un sac plein de pommes ? Quelle richesse ! Voilà ce que je voudrais bien apporter à ma femme. L'an dernier, nous n'avons eu qu'une pomme sur notre vieux pommier. Nous l'avons laissée sur notre commode jusqu'à ce qu'elle pourrit. Cela prouve qu'on est à son aise, disait la mère. Mais cette fois, je pourrais lui montrer quelque chose de mieux. Que m'en donnerais-tu ? Dit le garçon. Donne, dit le paysan. Je change ma poule pour ton sac. L'échange fait, ils entrèrent à l'auberge. Là, notre homme mit son sac près du four qui était brûlant. L'hôtesse n'y prit pas garde. Dans la salle, il y avait beaucoup de gens. Des maquignons, des marchands de bœufs, pas mal de gens de la campagne, quelques ouvriers qui jouaient entre eux dans un coin, et enfin, à un bout de la table, 2 Anglais moitié touristes, moitié marchands, et qui étaient venus à la ville pour voir si quelque occasion ne se présenterait pas de trouver une bonne affaire. N'ayant rien rencontré, ils étaient attablés et regardaient avec indifférence le reste de la salle. On sait que les Anglais sont presque toujours si riches que leurs poches sont bondées d'or. De plus, ils aiment à parier à propos de n'importe quoi, rien que pour se créer une émotion passagère qui les change un instant de leur froideur continuelle. Or, voici ce qui arriva. « Psst, psst » entendirent-ils près du four. « Qu'est-ce » demandèrent-ils. Le paysan leur contait l'histoire du cheval échangé contre une vache, et ainsi de suite, jusqu'aux pommes. « Tu vas être battu à ton retour » dirent les Anglais. « Tu peux t'y attendre. »« Battu ? Non, non, j'aurai un baiser, et l'on me dira « Ce que le père fait est toujours bien fait. » Nous parierons bien un boisseau d'or que tu te trompes. 100 livres, si tu veux. Un boisseau me suffit, dit le paysan. Mais moi, je ne puis parier qu'un boisseau de pommes, et je l'emplirai jusqu'au bord. Allons, topons-la. 100 livres contre un boisseau de pommes. Et le pari fut fait. La carriole de l'aubergiste fut commandée, et tous les 3 y montèrent avec le sac de pommes. Les voici arrivés. Bonsoir, la mère. Dieu te garde, mon vieux. L'échange est fait. Ah, tu t'y entends, dit la paysanne, pendant que son mari l'embrassait. Oui, j'ai troqué notre cheval contre une vache. Dieu soit loué, dit la mère. Je pourrais désormais faire des laitages, du beurre, du fromage. Excellent échange. Oui, mais j'ai ensuite échangé la vache contre une brebis. C'est encore mieux. Nous avons juste assez de nourriture pour une brebis. Nous aurons du lait, du fromage, des bas de laine et des gilets. Une vache ne donne pas de laine. Comme tu penses à tout. Ensuite, j'ai troqué le mouton contre une oie. Est-ce vrai? Alors nous pourrons manger de l'oie rôtie à Noël. Tu penses à tout ce qui peut me faire plaisir, mon bon vieux. C'est bien, Natois. Nous pourrons attacher notre oie dehors avec une ficelle pour qu'elle ait le temps d'engraisser. Oui, mais j'ai troqué mon oie contre une poule. Une poule? Oh, la bonne affaire! Elle nous donnera des œufs. Nous les ferons couver et nous aurons des poussins. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Eh oui, oui, mais j'ai échangé la poule contre un sac de pommes pourries. Cette fois, il faut que je t'embrasse, dit la paysanne ravie. Je te remercie, mon cher homme, et il faut que je te raconte tout de suite quelque chose. Après que tu as été parti ce matin, je me suis demandé ce que je pourrais faire de bon pour ton retour. Des œufs au jambon, naturellement. J'avais des œufs, mais il fallait bien aussi de la civette. J'allais donc chez le maître d'école en face. Je savais qu'il en avait. Mais sa femme est très riche, sans en avoir l'air. Je lui demandai de me prêter un peu de civette. « Prêter ?» me dit-elle. « Il n'y a rien dans notre jardin, pas même une pomme pourrie. Maintenant, c'est moi qui pourrais lui en prêter. Et tout un sac même. Tu penses si j'en suis contente, mon petit père? »« Bravo !» dirent les 2 Anglais à la fois. La dégringolade ne lui a pas enlevé sa gaieté. Cela vaut bien l'argent. Ils comptèrent aux paysans l'or sur la table.
C'est ce qui prouve que la femme doit toujours trouver que son mari est le plus avisé de tous les hommes et que ce qu'il fait est toujours parfait. Voilà mon histoire. Je l'ai entendue dans mon enfance. Vous la connaissez à votre tour. Dites donc toujours que ce que le père fait est bien fait. Chacun et chaque chose à sa place. C'était il y a plus de 100 ans. Il y avait derrière la forêt, près du grand lac, un vieux manoir, entouré d'un fossé profond où croissaient des joncs et des roseaux. Tout près du pont qui conduisait à la porte cochère, il y avait un vieux saule qui penchait ses branches au-dessus du fossé. Dans le ravin, retentirent soudain le son du cor et le galop des chevaux. La petite gardeuse d'oie se dépêcha de ranger ses oies et de laisser le pont libre à la chasse qui arrivait à toute bride. Ils allaient si vite que la fillette dut rapidement sauter sur une des bornes du pont pour ne pas être renversée. C'était encore une enfant délicate et mince, mais avec une douce expression de visage et 2 yeux clairs ravissants. Le seigneur ne vit pas cela. Dans sa course rapide, il faisait tournoyer la cravache qu'il tenait à la main, et il se donna le brutal plaisir de lui en donner en pleine poitrine un coup qui la renversa. « Chacun à sa place !» cria-t-il. Puis il rit de son action comme d'une chose fort amusante, et les autres rirent également. Toute la société menait un grand vacarme. Les chiens aboyaient, et on entendait des bribes d'une vieille chanson. « De beaux oiseaux viennent avec le vent. » La pauvre gardeuse d'oie versa des larmes en tombant. Elle saisit de la main une des branches pendantes du saule et se tint ainsi suspendue au-dessus du fossé. Quand la chasse fut passée, elle travailla à sortir de là, mais la branche se rompit et la gardeuse d'oie allait tomber à la renverse dans les roseaux quand une main robuste la saisit. C'était un cordonnier ambulant qui l'avait aperçu de loin et s'était empressé de venir à son secours. « Chacun à sa place », dit-il ironiquement après le seigneur en la déposant sur le chemin. Il remit alors la branche cassée à sa place. À sa place, c'est trop dire. Plus exactement, il la planta dans la terre meuble. « Pousse si tu peux, » lui dit-il, « et fournis-leur une bonne flûte aux gens de là-haut. » Puis il entra dans le château, mais non dans la grande salle, car il était trop peu de choses pour cela. Il se mêla aux gens de service qui regardèrent ses marchandises et en achetèrent. À l'étage au-dessus, à la table d'honneur, on entendait un vacarme qui devait être du chant. Mais les convives ne pouvaient faire mieux. C'étaient des cris et des aboiements. On faisait ripaille. Le vin et la bière coulaient dans les verres et dans les pots. Les chiens de chasse étaient aussi dans la salle. Un jeune homme les embrassa l'un après l'autre, après avoir essuyé la bave de leurs lèvres avec leurs longues oreilles. On fit monter le cordonnier avec ses marchandises, mais seulement pour s'amuser un peu de lui. Le vin avait tourné les têtes. On offrit au malheureux de boire du vin dans un bas. « Presse-toi !» lui cria-t-on. C'était si drôle qu'on éclata de rire. Puis ce fut le tour des cartes. Troupeaux entiers, fermes, terres étaient mis en jeu. « Chacun à sa place !» s'écria le cordonnier, quand il fut sorti de cette Sodome et de cette Gomorrhe, selon ses propres termes. « Le grand chemin, voilà ma vraie place. Là-haut, je n'étais pas dans mon assiette. » Et la petite gardeuse d'oie lui faisait, du sentier, un signe d'approbation. Des jours passèrent et des semaines. La branche cassée que le cordonnier
avait planté ça sur le bord du fossé était fraîche et verte, et à son tour produisait de nouvelles pousses. La petite gardeuse d'oie s'aperçut qu'elle avait pris racine. Elle s'en réjouit extrêmement, car c'était son arbre, lui semblait-il. Mais si la branche poussait bien au château, en revanche, tout allait de mal en pis, à cause du jeu et des festins. Ce sont là 2 mauvais bateaux sur lesquels il ne vaut rien de s'embarquer. 10 ans ne s'étaient point écoulés que le seigneur dut quitter le château pour aller mendier avec un bâton et une besace. La propriété fut achetée par un riche cordonnier, celui justement que l'on avait raillé et bafoué et à qui on avait offert du vin dans un bar. La probité et l'activité sont de bons auxiliaires. Du cordonnier, ils firent le maître du château. Mais à partir de ce moment, on n'y joua plus aux cartes. « C'est une mauvaise invention », disait le maître. « Elle date du jour où le diable vit la Bible. Il voulut faire quelque chose de semblable et inventa le jeu de cartes. » Le nouveau maître... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.